L'histoire commence dans un lieu où le silence coûte cher et où la lumière semble faite d'or liquide. Le restaurant 5 étoiles, le Chandelier, ne se contentait pas d'être luxueux, il scintillait d'une arrogance magnifique. Des lustres monumentaux, suspendus comme des constellations captives, projetaient une lueur dorée qui se reflétait impitoyablement sur les bijoux en diamant de Victoria Whitmore. Victoria, à 32 ans, elle n'était pas seulement une PDG, elle était une forteresse. Connue pour son cœur de glace et son esprit tranchant comme un rasoir, elle entra dans la salle. Mais ce soir, une petite ombre s'accrochait à elle. Son fils de 6 ans, Ethan. Le petit garçon serrait le tissu de sa robe de créateur avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Le monde de sa mère était trop grand, trop brillant, trop froid pour lui. « Maman, chuchota-t-il, sa voix tremblant à peine, j'ai peur de tout ce monde. » Victoria ne ralentit pas. Elle se dirigeait vers la section VIP, cette zone exclusive séparée du commun des mortels par des cordons de velours. C'était sa place naturelle, loin du bruit, loin des gens. Mais soudain, elle s'arrêta brusquement. Ce qui arrêta la reine des affaires n'était pas un rival, ni un partenaire commercial. C'était une image d'une simplicité désarmante. À une table modeste, presque cachée, se trouvait un homme, un père célibataire. Il portait une chemise délavée, le genre de vêtement qui a vu trop de lavage, mais qui est repassé avec une dignité méticuleuse. Il avait l'air épuisé, ses épaules portaient le poids du monde, mais il souriait. Il coupait expertement les pattes de sa fille de 7 ans, qui gloussait de joie. Jérôme Williams, 36 ans. Sa peau brune et chaude luisait légèrement sous les lumières dorées qui n'étaient pas faites pour lui. C'était un homme noir qui jonglait avec l'impossible. Chauffeur-livreur le jour, agent d'entretien d'immeuble la nuit. 2 vies de labeur pour une seule raison. Maya, leur vie était frugale. Chaque centime était compté, chaque dépense pesée. Mais leur existence était riche d'un amour que l'argent de Victoria n'avait jamais pu acheter. Malgré leur budget limité, Jérôme avait une règle d'or. Célébrer les petites victoires. Et aujourd'hui était une victoire. Maya avait rapporté un bulletin scolaire parfait. En vérité, ce restaurant était bien au-dessus de leurs moyens. Jérôme avait repéré un petit café caché juste à côté, qui servait d'excellentes pâtes. Mais le destin, ou peut-être une erreur divine, en avait décidé autrement. Un membre du personnel les avait accidentellement placés ici, dans ce coin discret de la salle à manger principale. Jérôme avait eu peur. Peur qu'on leur demande de partir. Peur de la honte dans les yeux de sa fille. Alors il n'avait rien dit. Il voulait simplement que Maya profite de ces lumières féeriques juste pour une soirée, même s'il savait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Maya, elle, était inconsciente de cette tension sociale. Elle était un rayon de soleil pur. Sa belle frimousse sombre s'illuminait d'un sourire éclatant. Curieuse, amicale, elle admirait les lustres, ignorant totalement que la femme la plus puissante et la plus photographiée de la ville s'apprêtait à entrer dans sa vie. Victoria observait. Elle avait choisi cette soirée pour une raison précise. Une réintroduction médiatique douce. Un moment d'humanité calculé pour contrer son image de robot corporatif. Elle avait prévu de prendre la table VIP discrète, de manger, de sourire aux caméras et de partir. Mais Ethan refusa de bouger. « Maman !» insista-t-il en tirant sur sa manche, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je veux m'asseoir avec cette fille. Elle a l'air si heureuse. » Victoria fut stupéfaite. Sa vie était régie par la logique, la stratégie, les profits. Et voici que son fils faisait preuve d'une émotion brute, incontrôlée. Il était d'habitude aussi réservé qu'elle. En cet instant, une vérité douloureuse la frappa. Sa richesse avait acheté le silence à son fils, mais pas la joie. Un directeur de salle, nerveux et transpirant l'obséquiosité, s'approcha de Victoria. Il chuchota urgemment, jetant un regard méprisant vers la table de Jérôme. « Madame, cette famille, ils ne sont peut-être pas appropriés pour votre zone. Peut-être devrions-nous aller dans la salle principale ?» Victoria regarda les yeux suppliants de son fils. Puis elle regarda le visage condescendant du directeur. Son côté entreprise revint, froid et décisif, mais cette fois pour une autre cause. « C'est mon fils qui décide », déclara-t-elle sèchement.
Sans attendre de réponse, elle marcha droit vers la petite table invisible de Jérôme. Jérôme leva les yeux et manqua de s'étouffer avec son eau. Devant lui se tenait Victoria Whitmore, la femme dont le visage ornait tous les magazines d'affaires qu'il voyait dans les kiosques. Victoria sauta les politesses. Son style était direct, presque surprenant. « Mon fils souhaite se joindre à votre table. Pouvons-nous » Maya, ravie par la perspective d'un nouveau camarade de jeu, rayonna. « Oui, vous pouvez vous asseoir juste là, madame !» Jérôme était bouleversé. L'odeur envahissante d'un parfum coûteux, la simple présence de cette milliardaire à sa table modeste. Il se leva précipitamment pour lui tirer une chaise. Dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. Elle appartient à un autre monde. Pourquoi voudrait-elle s'asseoir avec nous ? Les adultes s'assirent dans un silence maladroit. Deux mondes séparés par des galaxies de richesse et de statut. La seule chose qu'ils partageaient était cet amour profond et protecteur pour leurs enfants assis entre eux. Mais les enfants, eux, n'avaient pas ces barrières. Ethan et Maya se connectèrent instantanément. Ethan, si réservé quelques instants plus tôt, était captivé par le rire contagieux de Maya et sa nature facile. Ils parlaient d'école, de dessins animés et des super-pouvoirs de leur père. Jérôme reprit sa tâche paternelle. Il finissait de couper doucement les pattes de Maya en morceaux parfaits et gérables. Ethan se pencha au-dessus de la table, ses yeux fixés sur les mains de Jérôme. Victoria regardait aussi. Elle regardait les mains de Jérôme. Des mains fortes, sombres, cicatrisées, des mains qui avaient clairement connu le travail dur. Elle réalisa soudain que Jérôme, malgré son emploi modeste, offrait à sa fille une connexion tactile fondamentale. Une connexion que ses assistantes hautement payées et ses nounous ne pourraient jamais reproduire. Le monde de Victoria était celui de la délégation. Celui de Jérôme était celui de l'exécution personnelle et du soin. Le contraste était dévastateur. Alors, le petit garçon posa une question, sa voix douce remplie d'un besoin authentique. « Monsieur, pouvez-vous couper les miennes aussi ?» Victoria se figea entièrement. Son fils n'avait jamais demandé à personne d'autre que sa nounou à temps plein d'accomplir un acte aussi simple et aimant. Il avait fait confiance à cet étranger instantanément, reconnaissant l'intention pure dans sa gentillesse. Mais tout le monde n'était pas aussi bienveillant. Un groupe de clients puissants, assis à une table voisine, avait remarqué la scène. La milliardaire distante assise maladroitement avec un père célibataire noir, visiblement pauvre. Les chuchotements commencèrent à circuler, tranchants et critiques. Est-ce qu'elle traverse une crise ? C'est peut-être un coup de publicité littérale, de la charité en direct. Victoria, qui méprisait les commérages, se tendit, prête à se lever et à mettre fin au dîner. Mais la petite main d'Ethan agrippa son bras. « Maman, je l'aime bien, il est comme un super-héros. » Maya, toujours loyale, renchérit. « Mon papa est un super-héros. Il peut tout réparer. Il a même réparé la chaudière de tout un immeuble la semaine dernière. » Victoria se surprit à sourire, un sourire humain, véritable, qu'elle s'autorisait rarement. C'était un moment de chaleur non scénarisé, quelque chose qui manquait désespérément à son monde froid. Jérôme, lui, était douloureusement conscient du spectacle grandissant. Il commanda rapidement l'article le moins cher du menu, sachant qu'il ne pouvait rien se permettre d'autre. Mais Ethan, regardant Maya manger avec délice, déclara joyeusement « Je veux le même plat que Maya !» Le serveur arriva. Il reconnut la chemise usée de Jérôme, sa montre bon marché. Il le toisa de haut en bas avec un mépris ouvert, son regard s'attardant sur le teint sombre de Jérôme avec un dédain à peine dissimulé. Il s'adressa à Jérôme avec une dérision voilée. « Pouvez-vous vous permettre cela, monsieur ? C'est un plat premium. » Il marqua une pause cruelle. « Nous n'acceptons pas la charité pour nos clients. » Les yeux de Victoria lancèrent des éclairs de colère froide. Elle coupa la parole au serveur, sa voix chutant de plusieurs degrés, glaciale. « Apportez 2 autres portions et envoyez la note à mon compte d'entreprise, immédiatement. » Le serveur recula, bafouillant une excuse alors qu'il s'éloignait précipitamment. Mais l'humiliation n'était pas finie. Une femme de la haute société, Madame Thornton, assise à proximité, ne put contenir sa méchanceté. Elle parla assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Je pensais que la dynastie Whitmore dînait avec l'élite, pas avec des concierges. Quel spectacle, Victoria!
Ton image publique ne s'en remettra jamais. » Jérôme baissa la tête. Il était habitué à ce mépris décontracté. Les mots le frappaient comme des coups physiques, un rappel constant de sa lutte en tant qu'homme noir dans des espaces où il n'était jamais censé être. Mais Maya était furieuse. Elle se leva sur sa chaise, sa petite poitrine gonflée d'indignation protectrice, ses tresses rebondissant. « Mon papa est meilleur que tout le monde ici. Il aide les gens. Vous êtes tous méchants. » Ethan se leva immédiatement aussi, rejoignant son camp. « Monsieur Jérôme est mieux que tous les chauffeurs ennuyeux de ma maison. Lui, il sait sourire. » Victoria regarda les deux enfants debout ensemble, une petite armée féroce et protectrice autour de Jérôme. Elle ressentit une vague de loyauté. Elle réalisa que Jérôme, l'agent d'entretien, était l'homme le plus honorable de cette pièce remplie de millionnaires. Le moment de connexion fut brutalement interrompu. L'assistante personnelle de Victoria fit irruption dans le restaurant, les yeux écarquillés de panique. « Mademoiselle Whitmore, réunion d'urgence du conseil d'administration !» Elle reprit son souffle, hurlant presque. « Quelqu'un essaie d'organiser un coup d'État. Ils ont des preuves. » Tout le restaurant se tourna pour regarder. Le visage de Victoria, habituellement si composé, devint visiblement pâle. Sa main commença à trembler de manière incontrôlable. La pression, l'épuisement de se battre pour maintenir le contrôle, tout cela la brisa finalement. Son corps lâcha. Elle s'effondra. Jérôme l'observait. Il ne vit pas la PDG tomber. Il reconnut instantanément les signes physiologiques. Stress aigu menant à un effondrement hypoglycémique. Sa formation en traumatologie, dormante depuis des années, se réactiva instantanément. Il n'hésita pas une seconde. Il bondit de sa chaise. Le chaos s'empara du restaurant. Les murmures devinrent des cris étouffés. Victoria Whitmore, la dame de fer, était à terre. Mais au milieu de cette panique, une silhouette bougea à contre-courant. Jérôme. Il ne courut pas avec affolement. Il se déplaça avec une efficacité terrifiante. En une seconde, il n'était plus le père célibataire épuisé, ni l'homme à tout faire. Sa posture changea. Ses épaules se redressèrent. Une autorité invisible émanait de lui. Il attrapa un verre d'eau et un sachet de sucre sur un service à café abandonné. Ses mains, quelques instants plus tôt jugées indignes par le serveur, bougeaient maintenant avec la précision d'un homme habitué aux décisions de vie ou de mort. Il s'agenouilla près de Victoria. Il écarta doucement l'assistante paniquée. Il força le liquide sucré entre les lèvres pâles de la milliardaire. Le personnel du restaurant restait figé, bouche bée. Les chuchotements changèrent de ton. Comment a-t-il su ? L'assistante n'avait même pas remarqué. Il vient de réparer la milliardaire. Quelques minutes passèrent, des minutes qui semblèrent des heures. La respiration de Victoria se stabilisa. La couleur revint lentement sur ses joues. Elle cligna des yeux, désorientée, et son regard tomba sur le visage de Jérôme, penché au-dessus d'elle. Elle tremblait encore, non plus de faiblesse, mais de choc. Sa voix était un murmure brisé. « Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Elle chercha son regard, confuse. « Vous ne me deviez rien, surtout après la façon dont ils vous ont traité. » Les yeux bruns foncés de Jérôme restèrent calmes, ancrés. Il ne regarda pas la PDG. Il regarda Ethan, le petit garçon terrifié qui s'agrippait au bras de sa mère. Jérôme répondit simplement « Parce que votre fils a besoin de sa mère vivante. » Il marqua une pause, sa voix grave résonnant dans le silence du restaurant. Et aucune mère, peu importe qui elle est, ne devrait s'effondrer devant son enfant. Victoria sentit une vague d'émotion la submerger. Allongée là, entourée de gens qui dépendaient de sa richesse, elle réalisa une vérité brutale. La seule personne qui la voyait comme un être humain vulnérable était l'homme que tout le monde avait rejeté. Il ne voyait pas le titre, ni l'argent, il voyait juste une mère en danger. Une fois Victoria capable de se lever, elle refusa l'aide de son personnel. D'un geste, elle invita Jérôme et les enfants à la suivre. Ils se retirèrent dans le salon VIP privé du restaurant. C'était un autre monde, un sanctuaire de cuir et d'acajou, loin des yeux intrusifs des médias et des clients curieux. Ethan et Maya, résilients comme seuls les enfants peuvent l'être, s'éloignèrent un peu pour jouer, leurs rires innocents résonnant doucement dans la pièce opulente. Victoria s'assit face à Jérôme. Pour la première fois depuis des années, elle laissa tomber sa garde. Elle soupira, et ce son portait le poids de tout son empire.
Ils essaient de me discréditer, avoua-t-elle, sa voix fatiguée. Ils répandent des rumeurs disant que je ne suis pas apte physiquement ou mentalement à diriger l'entreprise. Ils avaient besoin d'une crise médicale et je viens de leur en donner une devant les caméras. Jérôme regarda sa tasse de thé, pensif. C'est pourquoi vous avez eu cette réponse de stress aigu, dit-il doucement. Ce n'était pas la nourriture. C'était la peur de perdre le contrôle. Vous roulez à vide, Miss Whitmore. Victoria leva les yeux, surprise par la justesse de son analyse. Vous avez lu la situation avec une précision effrayante. Quel est votre passé, Jérôme? Vous parlez comme un thérapeute ou un stratège. Votre action était professionnelle. Jérôme hésita. Il évita son regard pénétrant. Le silence s'étira. Soudain, Ethan courut vers eux, tirant sur la manche de Jérôme. « Raconte l'histoire de la fois où tu as sauvé quelqu'un, oncle Jérôme. Celle avec la fumée. » Victoria fixa Jérôme. Sa curiosité était piquée au vif. « Sauver quelqu'un » demanda-t-elle. Jérôme laissa échapper un long soupir. Il décida de partager la vérité qu'il gardait cachée depuis des années. « J'étais médecin urgentiste en traumatologie dans l'armée », révéla-t-il enfin. La confession semblait douloureuse, comme s'il arrachait un vieux pansement. « Je me suis spécialisé dans la médecine de combat et le triage psychologique aigu. C'est pour cela que j'ai reconnu vos symptômes instantanément. » Il fit une pause. Le poids de son secret tomba lourdement dans la pièce. « Mais j'ai quitté le terrain entièrement après la mort de ma femme. » Sa voix devint rauque, chargée d'une vieille douleur. « Je n'ai pas pu la sauver. J'ai décidé que je ne méritais plus de sauver qui que ce soit. » Victoria écoutait, fascinée et horrifiée. Jérôme continua. « Ce n'était pas une erreur ordinaire. J'étais déployé loin d'elle, consultant sur une procédure vitale pour quelqu'un d'autre. Son médecin m'a appelé pour des conseils en pleine chirurgie. J'ai donné les directives, je pensais aider, mais la procédure a échoué. » Il regarda ses mains qui avaient sauvé tant de vies, mais perdu la seule qui comptait. « Je sauvais d'autres gens, mais j'étais indisponible pour sauver la personne la plus importante. J'ai senti que mon dévouement à ma carrière, à être le meilleur, avait créé la distance qui l'a tué. » Il leva les yeux vers Victoria, ses yeux brillants de larmes retenues. « Alors j'ai arrêté. J'ai échangé le fait de sauver le monde contre la sécurité du petit monde de Maya, un monde où je ne serai jamais trop loin. » Victoria sentit son cœur se serrer. Elle reconnut ce sentiment, la culpabilité, le sacrifice. C'était la première fois qu'elle voyait l'homme derrière l'ouvrier, un homme qui avait choisi une pénitence silencieuse par amour. Soudain, le calme fut brisé. Ethan, qui riait quelques instants plus tôt, s'arrêta net au milieu de sa course. Son visage devint blanc comme un linge. Il s'agrippa la poitrine. Victoria paniqua. « Ethan, Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jérôme, le médecin traumatologue, refit surface instantanément. Il attrapa le poignet du garçon. Son rythme cardiaque explose. C'est une attaque de panique aiguë, déclenchée par le fait de vous avoir vu vous effondrer. Et ça, mais... C'est beau. Ethan hyperventilait, les larmes coulant sur son visage. « Maman, j'ai peur que tu aies mal, j'ai peur que tu disparaisses. » Le garçon sanglotait, sa voix brisée par la terreur. « Toutes les nounous disent que tu travailles trop et qu'un jour tu ne reviendras pas. » Ces mots frappèrent de Victoria comme un coup de poignard. Elle essaya de le prendre dans ses bras, mais Ethan se recula légèrement, son petit corps rigide de peur. Victoria réalisa, avec une horreur absolue, qu'elle ne savait pas comment le consoler. « Je gère des milliards, » pensa-t-elle, « mais je ne peux pas calmer mon propre fils. » Son sentiment d'échec était total. Jérôme vit l'impuissance de Victoria. Il n'attendit pas. Il souleva le petit garçon terrifié dans ses bras forts, le serrant contre sa large poitrine. « C'est bon, je suis là. Tu es en sécurité. Respire avec moi. » Il commença un exercice rythmique, une technique utilisée pour les soldats en état de choc. Sa voix profonde, basse et calme devint une ancre pour l'enfant. « Ethan, tu sens ma chemise ? De quelle couleur est-elle » demanda-t-il doucement. Ethan hoqueta. « Bleu. Bleu. Bien. Peux-tu compter les lumières au-dessus de nous »
Ethan suivit le rythme de Jérôme. 1, 2, 3. Quelques minutes plus tard, la respiration du garçon se normalisa. Il se détendit complètement, s'abandonnant contre la poitrine de Jérôme. Il chuchota, les yeux mi-clos. « Tu sens l'air propre, oncle Jérôme. » Victoria regardait la scène à travers un voile de larmes. Jérôme, le père célibataire, tenant son fils fragile. Elle n'avait jamais vu une confiance aussi profonde et instantanée, placée en quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle réalisa que sa richesse avait volé à son fils cette sécurité simple que Jérôme offrait naturellement. Cet échange de confort physique valait plus que des années de garde d'enfants achetées. Le moment de paix fut, encore une fois, de courte durée. L'assistante de Victoria fit irruption dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, hurlant presque. « Mademoiselle Whitmore, la vidéo de votre effondrement au restaurant est devenue virale !» Elle pâlit en écoutant son interlocuteur. « Le conseil se réunit pour invoquer la clause d'inaptitude. Ils vont l'utiliser pour vous retirer votre poste. » Victoria s'effondra sur sa chaise, dévastée. « Ils vont utiliser cette faiblesse publique contre moi. C'est fini. » Mais Jérôme se leva. Sa voix changea encore une fois. Ce n'était plus la voix douce qui calmait un enfant, c'était la voix d'un homme qui prend des décisions critiques sous le feu ennemi. Vous n'êtes pas une PDG froide, Miss Whitmore. Vous êtes une mère, et ils utilisent votre maternité contre vous. Victoria fondit en larmes. Personne. Elle s'étrangla. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Tout le monde ne voit que l'entreprise. Jérôme posa sa main sur son épaule, un geste ferme et rassurant. « Laissez-moi vous aider. On ne combat pas un coup d'État avec du pouvoir. On le combat avec la vérité. » Il commença à marcher de long en large, analysant la situation à haute voix. Le timing de la réunion du conseil, l'apparition soudaine de votre assistante, la fuite immédiate de la vidéo. Ce n'est pas un accident. C'est une manœuvre tactique hostile. Il pointa du doigt les faits invisibles pour les autres. La personne qui dirige ce coup a besoin de l'indignation publique. La rapidité de la fuite prouve que c'était coordonné. Il regarda Victoria droit dans les yeux. Nous ne nions pas l'effondrement, nous le recadrons. Nous appelons cela pour ce que c'est. L'épuisement d'une mère qui se bat contre une prise de contrôle hostile conçue pour détruire l'héritage de sa famille. Il sourit, un sourire de guerrier. Nous transformons leur arme, la vidéo, en votre testament de sacrifice. Victoria le regardait avec admiration. Vous pensez avec 10 coups d'avance sur mon équipe juridique, murmura-t-elle. Vous voyez le facteur humain dans les mathématiques froides du pouvoir. Jérôme secoua la tête. Je ne sais qu'une chose. Votre fils a besoin que vous soyez forte. Nous transformons cette faiblesse en votre plus grande force, votre humanité. Il se tourna vers Maya et Ethan. Les enfants, maman et papa, ont une grande mission. On doit sauver l'entreprise pour que maman puisse continuer à vous acheter toutes les pâtes que vous voulez. Les enfants acclamèrent, leur peur remplacée par un but. Ethan courut vers Jérôme, serrant sa taille. « Oh, s'il te plaît, ne nous quitte pas, oncle Jérôme. J'ai besoin que tu restes avec maman. » Victoria regarda l'homme qui venait de sauver son fils et qui s'apprêtait maintenant à sauver son empire. Une lueur d'espoir brillait enfin dans ses yeux. La bataille ne faisait que commencer. La soirée qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Victoria avait connu. Elle avait invité Jérôme et Maya dans son manoir pour les remercier formellement. Mais dès qu'ils franchirent le seuil, la formalité s'évapora. Ethan attendait à la porte. Il accueillit Maya non pas comme une invitée, mais comme une sœur perdue de vue depuis longtemps. Les deux enfants disparurent immédiatement dans les couloirs immenses, leur rire remplissant ces halls qui, d'habitude, ne renvoyaient que l'écho du silence. Ils trouvèrent la salle de jeu colossale d'Ethan, remplie de jouets coûteux, jamais déballés. Mais Maya ignora les gadgets électroniques.
Elle montra à Ethan comment construire une base secrète avec de vieux coussins et des couvertures. C'était un exercice d'imagination simple qu'Ethan n'avait jamais expérimenté. Pour la première fois, ce manoir, que Victoria avait toujours ressenti comme un monument froid à son succès, ressemblait à une maison. Jérôme entra dans le magnifique salon. Il ajusta son col, nerveux. Il regarda autour de lui, se sentant minuscule face au luxe. « Cet endroit, il ne m'appartient pas », murmura-t-il. Victoria lui offrit un sourire doux et sincère. « Ce soir, si. S'il vous plaît, soyez juste vous-même. » Le dîner fut l'antithèse absolue de la scène stressante du restaurant. C'était chaud, détendu, intime. Pour la première fois depuis des années, Victoria riait de tout son cœur, son masque de glace complètement fondu. Elle regarda Jérôme se lever pour aider le chef à dresser les assiettes. Il avait retroussé ses manches, révélant ses bras forts et sombres. Elle vit le médecin compétent se fondre parfaitement avec l'homme humble. Une étrange chaleur, inconnue et effrayante, se répandit dans sa poitrine. Elle voyait enfin un homme complet. Plus tard, alors que les enfants dormaient presque dans leur fort de coussins, Victoria et Jérôme sortirent sur la terrasse massive qui surplombait les lumières de la ville. Victoria tenait sa tasse de thé comme un bouclier. « Comment faites-vous pour être si présent ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'envie. « J'ai des équipes entières pour mon fils. Pourtant, je rate tout. Je délègue le confort, la joie. Je délègue Ethan. » Jérôme sourit tristement. La lumière de la ville se reflétait dans ses yeux profonds. « Je ne délègue pas parce que je ne peux pas me le permettre, » dit-il doucement. « Mais surtout, j'ai appris à la dure que la présence est la chose la plus précieuse que nous possédons. » Il se tourna vers elle. « Chaque fois que je coupe les pattes de Maya ou que je répare un jouet, je sécurise un souvenir. Mon temps est ma seule richesse. Vous, Victoria, vous avez un capital financier infini, mais moi, j'ai un capital temps infini pour ma fille. » Ces mots frappèrent Victoria. Elle se souvint de ce qu'Ethan avait dit plus tôt. « Oncle Jérôme est comme un père pour moi. Il rend les choses... ok. » Elle s'approcha du bord de la terrasse. « Pendant des années, j'ai cru que je pouvais acheter tout ce dont mon fils avait besoin, » confessa-t-elle, sa voix brisée. « Mais ce soir, j'ai réalisé que j'avais acheté sa solitude. Vous lui avez donné en 10 minutes une appartenance que toute ma fortune ne pouvait pas acheter. » Jérôme hocha la tête lentement. « L'argent crée de la distance, Victoria, mais l'amour la referme. Vous devez juste choisir ce que vous valorisez le plus. » Victoria se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « J'ai passé ma vie à me battre pour être vue comme une guerrière. J'ai construit un mur de glace pour me protéger de ma propre douleur, mais ce mur n'a pas gardé le danger dehors. Il a gardé l'amour dehors. » Elle hurla. Elle le regarda intensément. « Ce soir, vous n'avez pas juste sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé mon cœur de la congélation. » Avant qu'il ne parte, elle l'arrêta à la porte massive en chêne. Elle ne le regarda pas comme une PDG, mais comme une femme faisant une prière. « Viendrez-vous à l'entreprise demain ? J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. J'ai besoin de votre clarté, Jérôme. J'ai besoin de l'homme qui voit la personne derrière le titre. » Jérôme regarda cette femme, brisée par son propre succès, mais rayonnant maintenant d'espoir. « Pour votre fils, je serai là. Je promets de protéger la femme dont il a besoin. » Le lendemain matin, l'atmosphère dans la salle du conseil était électrique. Le conspirateur, M. Crawford, le chef des opérations, affichait un sourire suffisant. Il pensait avoir gagné. Il croyait que le pouvoir ne se gagnait que par une ambition impitoyable. Mais la porte s'ouvrit. Jérôme entra avec Victoria. Et devant eux marchaient Maya et Ethan, main dans la main, image d'une force innocente et unie. Cette fois, ils ne se cachaient pas. Ils étaient la fondation de Victoria. Jérôme s'avança. Il ne demanda pas la permission. Il prit le contrôle de l'écran de présentation avec un calme impérial. Il ne parla pas comme un agent d'entretien. Il parla comme le stratège de trauma qu'il était. « Ce que vous allez voir, commença-t-il, n'est pas une preuve d'incompétence. C'est la preuve d'un sabotage. » Méthodiquement, il démonta la vidéo virale. Il prouva qu'elle avait été filmée délibérément par une assistante de bas niveau, embauchée par Crawford, et que la fuite était chronométrée pour causer le maximum de dégâts.
Il présenta les preuves médicales. L'effondrement était une hypoglycémie induite par le stress, un état temporaire, pas une maladie. Puis, Jérôme changea de ton. Il présenta une philosophie. Ce n'est pas un rapport médical, c'est une analyse de caractère. Il fixa les actionnaires. M. Crawford a utilisé la faiblesse humaine de Mademoiselle Whitmore, son épuisement, pour tenter un coup d'État. Cette entreprise est bâtie sur la force. Et la plus grande force de Victoria n'est pas sa logique froide, mais l'effort pur qu'elle déploie pour sa famille et pour cette société. Crawford devint rouge écarlate. « C'est de la calomnie! Qui est cet homme de ménage ?» hurla-t-il. Jérôme sortit alors l'atout final, les preuves documentées. Une trace numérique des communications de Crawford ordonnant de filmer et de faire fuiter la vidéo. Le silence se fit, puis le chaos. Les actionnaires se retournèrent immédiatement contre le conspirateur. Crawford fut escorté hors de la réunion, sa carrière anéantie. Madame Thornton, la femme qui avait insulté Jérôme au restaurant, se leva. Sa voix était maintenant pleine de respect. Qui est cet homme? Sa compétence est stupéfiante. Qui a trouvé ses preuves? Victoria regarda Jérôme. Ses yeux brillaient de fierté et d'amour. Il est Jérôme Williams, et il est la seule personne qui ne m'a jamais tourné le dos. Elle s'adressa à la salle. C'est l'homme qui m'a sauvé la vie et m'a rappelé comment être une mère. À partir d'aujourd'hui, il est mon chef de la stratégie et du bien-être. Le conseil, témoin de la puissance tranquille de Jérôme, lui offrit immédiatement le poste permanent. Ils avaient compris qu'ils obtenaient un stratège et un médecin déguisé. Jérôme regarda le contrat. Il retrouva enfin son but, mais il le repoussa doucement sur la table. « Je refuse les conditions standards. » La salle retint son souffle. « J'accepterai seulement si Maya et Ethan font partie de l'arrangement. » Il regarda Victoria, puis ses enfants. « Mon emploi du temps doit me permettre d'être un père pleinement présent. Ils sont ma priorité, pas un point de négociation. » Ethan courut et serra la jambe de Jérôme. « S'il te plaît, reste pour toujours, oncle Jérôme. On a besoin de toi. » Oh. Victoria regarda l'homme qui avait changé sa vie. Ses défenses étaient définitivement tombées. « Je veux que tu restes aussi, Jérôme. » Elle s'approcha de lui. « Comme mon partenaire, dans tous les sens du terme. Construisons une vie qui priorise les rires de nos enfants sur nos titres. » Maya prit la main d'Ethan et gloussa. « Alors, on est comme frères et sœurs maintenant? On peut partager une chambre dans la grande maison ?» Jérôme rit, un son joyeux et libérateur, les larmes aux yeux. « Je pense que oui. Le destin avait un plan différent pour nous quatre. » La scène finale se déroula à l'extérieur, sous la lumière dorée du soleil couchant. Victoria prit la main de Jérôme. Une promesse silencieuse entre deux âmes qui s'étaient trouvées là où elles s'y attendaient le moins. Ils n'étaient de plus la PDG froide et le père en difficulté. Ils étaient deux parents unis. Devant eux, les deux enfants coururent, leurs rires portés par le vent. Le soleil projetait 4 longues ombres entrelacées sur le trottoir. Une nouvelle famille, non conventionnelle, créée non par le sang ou la richesse, mais par un moment de vulnérabilité partagée, de respect gagné et d'amour inconditionnel.